ou même, comme d'ailleurs un certain nombre d'artistes intégrant la question de la valeur des œuvres aussi le font, font du système de la valeur artistique l'espèce de parangon, l'espèce d'image poussée jusqu'au-delà des systèmes de rationalité ou de motivation de la logique de la valeur. Et on peut ramener ça à des réalités humaines assez ordinaires, qui fait que, par exemple, les grands conquérants en général ont cette conquête-là comme la dernière, si possible, et les Pinault vont travailler à faire plus de valeur sur un terrain, ils sont compétents pour en faire sur la valeur, sur les valeurs chiffrables. C'est très fascinant de voir comment c'est une espèce d'au-delà de la valeur ordinaire dans le système économique ordinaire, celui qui nous baigne, que ce territoire de la production de valeur en art est particulièrement, alors je vais volontiers attirant justement pour ceux qui aiment jouer sur ce territoire-là, mais au point d'en faire une espèce d'exemple. Et je crois que Boltanski, par exemple, Chapiello, par exemple, en évoquant l'image de l'œuvre d'art et du monde de l'art par rapport à la société. Oui, Luc Boltanski. C'est ça. En évoquant l'image de l'œuvre d'art et de l'artiste comme un miroir de la société contemporaine, pousse justement, mais à l'intérieur effectivement de ce qu'est notre société à nous, pousse justement cette question de la valeur jusqu'à son hyper-exemplarité qui rejoint la contre-exemplarité que tu mentionnais avec ton prix Nobel. Bon, nous voilà. Alors sur la question du jugement reste entière. Je dirais, il y a plusieurs choses. Peut-être qu'on va. De toute façon, il faudra bien qu'on finisse. Alors il y a quand même. Qu'est-ce qu'il reste de la critique là-dedans? J'ai deux questions. Peut-être c'est deux questions différentes. Il y a qu'est-ce qui reste de la critique là-dedans? Je vais voir si c'est la première à laquelle répondre. Peut-être répondre d'abord à la seconde. En même temps, il y a là deux livres d'essais de Jacinto Lagera. Voilà. Combien de ce texte-là? Je veux dire que c'est pas le même, ça c'est des textes de critique d'art sur une trentaine d'artistes à peu près. Oui. Moi je reviendrai à une question quand même. Dans ces textes-là, il y a aussi que des artistes de valeur. Est-ce que toi tu te rends compte? Alors, la liste, c'est vrai que c'est des, je dirais, bons artistes, acceptablement. D'une certaine manière, dans le travail que tu fais là, en tout cas, c'est un choix de texte, etc., je sais pas. Est-ce que toi, comment tu fais toi pour t'y confronter à la question de la valeur? Ces artistes-là, il n'y a pas grand-chose à rajouter à leur valeur. Maintenant, mais Gary Hill, par exemple, qui est le premier sur la liste, à l'époque où il y a eu ce texte, c'est la première exposition de Gary Hill au Pompidou, il n'y avait pas de texte sur lui, pas de catalogue. C'est la première fois que j'ai un texte si long. Atom et Goya, parce que c'est des textes paraissant certains datent il y a quelques années. Atom et Goya, c'est la première fois qu'on écrivait sur lui aussi, c'est le livre d'édition d'Ivoire. Alors c'est pas le cas de tous, hein, mais donc il y avait des artistes qui du coup sont devenus un peu plus connus maintenant. Mais bon, par exemple, il y a Marco Bellettini, qui est un chorégraphe, qui est pas finalement un peu connu maintenant, mais il y a quelques années, il n'était pas non plus. Donc c'est vrai que d'autres sont déjà morts. Oui, alors je te cherche. Donc il y a cette idée que, en fait, bon là c'est vrai que c'est un peu différent dans la mesure où là je mets en pratique d'une certaine manière justement ce jugement critique ou le choix, mes préférences, que je tente de défendre donc, par des textes, par des essais, par des arguments. Bien sûr. Et donc là il y a une mise en pratique, si on peut le dire, de cette critique d'art qui est là. Alors la plupart du temps d'ailleurs dans ces essais, il y a parfois des petites incursions dans certains concepts philosophiques. Je me sers évidemment de certaines choses aussi, puisque bon, plutôt une formation de philosophe, mais j'essaie justement de voir comment on peut à la fois tirer donc des explications qui peuvent venir par exemple de la phénoménologie par rapport au corps. Par exemple, le texte que j'ai écrit sur Bruce Nauman, c'est essentiellement autour de l'expérience du corps et qu'est-ce qu'avoir une expérience corporelle, ce qui n'est pas du tout facile d'ailleurs à expliquer. Qu'est-ce qu'avoir une expérience de soi, par exemple. Donc ce sont parfois des espèces d'amalgames un peu étranges qui sont difficiles à expliquer comme ça sans rentrer dans le détail, mais en même temps j'essaie toujours de garder cette dimension, disons, critique et de défendre la qualité finalement plastique, intellectuelle, éventuellement morale, si c'est le cas dans certaines œuvres, de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même une dimension critique que j'essaie de développer là. Oui, on peut même en débattre. Et dans le travail que je fais actuellement, justement, c'est dans cette fameuse théorie une sorte de théorie de la critique, j'essaie de développer d'un autre point de vue qui est là, plus disons,
philosophique théorique, comment on peut faire de la critique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'écrire un texte, évidemment, mais il y a toujours des présupposés dans une critique, il y a toujours des non-dits, toujours des préjugés, forcément, comme dans une critique, et donc de mettre au jour... Comme dans tout acte de langage. Aussi, de mettre au jour, justement, quelles seraient les conditions minimales, ou peut-être maximales dans certains cas, mais minimales en tout cas pour l'instant, d'une pratique critique, et qu'est-ce qui fait non seulement la valeur d'une œuvre quand on la critique, mais la valeur de la critique sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on peut aussi évaluer à son tour la critique. C'est-à-dire quand on lit un texte, on dit c'est une mauvaise critique, ou c'est moyen, ou c'est pas terrible, il n'a pas compris, etc. Donc même ça, ça doit être évalué. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire un travail sur les œuvres qui est nécessaire, et c'est pour ça que ce sont des œuvres, il faut qu'il y ait un acte critique sur l'œuvre, sinon l'œuvre reste un objet inerte. C'est par l'acte critique que l'œuvre prend vie, d'une certaine manière. Et ensuite, il y a ce débat entre les lecteurs, entre les gens qui parlent de critique. Et donc ça aussi c'est évaluable, c'est-à-dire qu'il faut apprécier du coup, alors ça change complètement la chose, c'est-à-dire qu'en fait on apprécie non seulement la teneur du propos, mais aussi l'argumentation qui est donnée à propos d'une œuvre. Et donc là on rentre dans le détail de est-ce qu'il a bien compris l'œuvre, est-ce que c'est bien interprété, et un sémioticien vous dira est-ce que c'est correctement interprété. Donc là on peut parfois se servir de la sémiotique, parce que parfois la sémiotique peut être d'une grande aide pour certaines choses, on se dit non, si on prend un certain modèle de lecture, cette lecture-là de cette œuvre-là par ce critique n'est pas correcte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fausse, pas bonne, elle n'est pas correcte, c'est-à-dire qu'elle est passée à côté de ce qu'il fallait comprendre pour interpréter. Et là, c'est pas mal d'avoir la sémiotique sous la main parce que ça dépassionnalise en quelque sorte ce genre de débat qui serait trop subjectiviste. Oui, mais moi c'est mon avis et c'est comme ça. Donc voilà. Donc il y a peut-être parfois il faut réinjecter parfois un peu de science humaine dans certains propos, mais bon, c'est un autre débat qui n'est pas présent là parce que là c'est des choses, disons, c'est la pratique courante. Alors ce sont souvent des essais assez longs. Par exemple, le texte sur Garry fait 50 pages, c'est un peu long. Oui, la notule n'est pas ton affaire. Mais bon, alors c'est vrai que bon, il y a des gens un peu connus qu'on a cités, Samal, Mona Hatoum par exemple aussi, c'était un texte qui a été écrit au moment du Centre Pompidou, c'était en 1994, il y a finalement une dizaine d'années. Bon, à l'époque elle n'était pas très connue, on la connaissait un peu. Alors bon, Fabreau par exemple, beaucoup plus connu, etc. Donc il y avait aussi cette idée, et c'est ça qui m'intéresse. Et bon, j'essaie toujours dans cette pratique de travailler aussi sur des jeunes artistes, puisqu'en fait c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de découvrir une œuvre sur laquelle finalement peu de gens ont écrit ou pas du tout, et puis de se lancer, de faire quelque chose et de tenter de faire quelque chose. Bon, ça c'est aussi intéressant. Là-bas par exemple, dans peu de temps on va sortir un petit livre sur Jan Kopp. Bon, Jan Kopp, un peu connu, mais il y a peu de textes sur Jan Kopp, il y a peu de choses écrites. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis il est résistant parce qu'il n'est pas facile à réduire justement à une seule pratique. Donc, il y a aussi parfois des gens qui sont connus mais dont on a peu de textes écrits. Par exemple Garry à l'époque, quand il a eu son exposition, il était un peu connu, mais très peu de choses ont été écrites. Donc c'est aussi un défi là alors c'est aussi un autre défi d'écrire sur quelqu'un sur qui on a déjà beaucoup écrit aussi. C'est pas du tout évident de se lancer dans un texte sur Grossman par exemple. Il y a eu des centaines de catalogues. Et là aussi, bon, il faut se mesurer à ce qui a déjà été fait et puis tenter de faire quelque chose de pertinent.